Alors, bonjour à toutes et à tous. Il est 11h presque 5. Je vous propose de commencer, malgré le retard pris dans les ateliers précédents, la pause, etc. Bienvenue à cette conférence sur les inégalités sociales de santé et les addictions. Merci à la Fédération Addiction d'avoir proposé à la Société française de santé publique de co-organiser cette conférence et de l'animer. Comme vous le savez peut-être ou pas, la Fédération Addiction est membre de la Société française de santé publique, ce qui explique en bonne partie nos relations de travail très proches, ce qui permet d'introduire des enjeux de santé publique qui ne sont pas toujours bien identifiés dans le champ des addictions et réciproquement de faire exister les enjeux du champ des addictions au sens large au sein d'une organisation généraliste en santé. Cette conférence donc va durer 1h30. Nous avons, comme vous le voyez, un nombre important d'intervenants et d'intervenantes que je laisserai se présenter eux et elles-mêmes. L'objectif de ce moment, c'était de vous proposer des pistes de réflexion et de travail sur les modes d'intervention auprès des populations et des publics, comme on dit, à partir de l'enjeu des connaissances dont on dispose sur la question des inégalités sociales de santé dans le champ des addictions. Donc d'engager une réflexion qui est de nous outiller collectivement sur comment on peut apprendre des connaissances dont on dispose pour réfléchir aux interventions qu'on mène à la fois auprès des individus et des groupes. Ce temps est structuré de la façon suivante. On va commencer par une courte intervention de Maria Melchior qui vise à poser un peu le décor de l'enjeu des inégalités sociales de santé au sens large, en général, dans le champ de la santé publique. Et puis nous aurons une intervention de Viet Nguyen Tran sur les enjeux du tabac en population générale, à la fois à travers l'apport de connaissances, mais aussi la réflexion sur des stratégies d'intervention. Puis une intervention conjointe de 2 personnes de l'OFDT, Nina Tissot et Clément Jérôme, du dispositif Trend que vous connaissez, qui vont nous parler plutôt de produits illicites avec un focus sur les personnes précarisées, à la fois au niveau national et dans la région Rhône-Alpes-Auvergne. Puis je redonnerai la parole à Maria Melchior qui nous parlera de recherche interventionnelle dans le champ des addictions, donc de façon un peu plus spécifique au sujet de ce matin. Et enfin, nous aurons une intervention d'Erwan Deno qui est représentant à la CRSA de Rhône-Alpes-Auvergne. Entre chaque intervention, vous aurez la possibilité d'une très courte session de questions, qui sont des questions dites d'éclaircissement, donc qui visent à éclairer un point que vous n'avez pas compris, demander une clarification, etc. Et on réserve un temps de débat et de dialogue un peu plus long, en tout cas je l'espère, pour la fin de la session. Donc merci de votre compréhension sur ce format qui a un certain nombre d'avantages pour la dynamique de la session. Maria, sans plus attendre, tu as la parole. Alors, je crois que c'est ceci qui te permet de naviguer. Oui, pardon. Très bien, merci beaucoup. Merci François pour l'organisation de cette session. Donc, et merci à la Fédération Addiction et à la Société française de santé publique de m'avoir invité. Donc moi, je suis épidémiologiste et je travaille à l'INSERM, à Paris, à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique qui est rattaché donc à l'INSERM et à Sorbonne Université. Et voilà, donc je suis responsable d'une équipe de recherche en épidémiologie sociale où on étudie depuis un certain temps les questions d'inégalité sociale, notamment vis-à-vis des conduites addictives. Et puisqu'on m'a demandé de faire un topo un tout petit peu général et introductif, je voulais d'abord repartir de quelques éléments historiques pour vous dire que bien sûr la recherche et la description des inégalités sociales, c'est une réalité très ancienne. Vous connaissez certainement la personne de Louis-René Villermé, qui était un médecin et statisticien pionnier, si on peut dire, français, qui a été le premier probablement dans le monde, enfin pour autant qu'on sache, à documenter des différences systématiques de mortalité au travers de différents quartiers parisiens. C'est considéré comme la première étude montrant que les personnes, alors en l'occurrence qui vivent dans des quartiers défavorisés, donc
à la moitié du 19e siècle à peu près, ont des taux de mortalité beaucoup plus élevés que celles qui vivent dans des quartiers favorisés. Les travaux de Villermé sont intéressants pour la thématique qui nous occupe aujourd'hui parce qu'il avait pour objectif initialement d'identifier un certain nombre de causes de surmortalité dans les populations les plus pauvres, voilà, notamment des causes environnementales qui étaient soupçonnées à l'époque de jouer un rôle important dans les maladies qui se propageaient. Il n'a pas pu vérifier ces hypothèses. Par contre, il avait des hypothèses très très fortes sur les consommations d'alcool des populations les plus pauvres et leur mode de vie en général qui, évidemment, les amenaient à mourir beaucoup plus jeunes. Voilà, mais je ne m'attarde pas là-dessus, mais je vous invite à relire les travaux de Villermé sur ces aspects. Alors évidemment, depuis le 19e siècle, la recherche sur les inégalités sociales a beaucoup, beaucoup avancé, et ce notamment grâce à des travaux menés par des chercheurs tels que Michael Marmot, qui est une figure vraiment emblématique du champ, qui est un chercheur britannique, et qui lui a été alors à la fois le premier à montrer l'amplitude des inégalités sociales au sein de la population, et qui a aussi mené beaucoup d'actions diverses et variées, alors notamment au travers d'une commission OMS qu'il a présidée en 2008, pour essayer de faire le lien avec les pouvoirs publics et expliquer l'importance de ces questions d'inégalité de santé pour l'ensemble de la population. Alors j'ai adapté un tout petit peu la démonstration que fait Michael Marmot à la France, donc j'espère qu'elle sera aussi convaincante. Mais globalement, l'idée de laquelle il est parti, c'est que on sait que le niveau de revenu moyen dans un pays ou dans une communauté est associé à l'état de santé, mais néanmoins on observe en fait un espèce de palier dans les pays les plus riches où au-delà d'un certain niveau de richesse, en fait, le niveau d'espérance de vie n'augmente plus. Pourquoi? Alors en tout cas c'est l'hypothèse, parce que justement le fait qu'il y ait des inégalités sociales en termes de revenus, notamment d'accès à l'emploi, etc., font que certaines personnes ont une espérance de vie réduite. Ça, c'est juste une illustration pour dire qu'on peut observer ces inégalités sociales sur des échelles très, très réduites. Là, vous voyez, c'est le taux de mortalité, le taux de mortalité comparé à la moyenne tout le long de la ligne de RER B à Paris. Donc pour ceux d'entre vous qui ne sont pas parisiens, le nord, évidemment, ce sont des quartiers plus défavorisés et le sud, des quartiers très favorisés de la région parisienne. Et vous voyez qu'on observe, un peu à l'image de ce qu'a observé Villermé, des différences de mortalité très importantes sur cet espace de très réduit. Par ailleurs, vous ne le voyez peut-être pas, mais la répartition des médecins libéraux par quartier ou par département, en fait, suit tout à fait la répartition inverse, bien entendu. Un des résultats, disons, importants de Michael Marmot et qui inspire vraiment beaucoup de recherches sur ce sujet, c'est l'idée que, en fait, oui, les personnes les plus précaires et les plus pauvres sont celles qui ont les risques de santé et de mortalité les plus élevés, mais en réalité, les inégalités sociales de santé traversent toute la société. Et vous le voyez ici illustré, donc c'est ce qu'on appelle le gradient social. Vous le voyez ici illustré par des données sur l'espérance de vie à 35 ans des hommes et des femmes en France. Alors c'est des données un tout petit peu anciennes, mais disons que les tendances restent les mêmes dans les années plus récentes. Donc les hommes et les femmes en fonction de leur profession, alors enregistrées sur leur certificat de décès, mais donc ça peut être un tout petit peu imprécis, mais enfin bon, néanmoins c'est une information dont on dispose pour toute la population. Et donc vous voyez que globalement, donc une femme cadre à 35 ans, dans les données les plus récentes, a une espérance de vie de 51 ans, donc ça correspond à une espérance de vie globale de plus de 80 ans pour les femmes en France, mais une femme ouvrière a une espérance de vie réduite de 3 ans à 35 ans. Pour les hommes cadres, cette espérance de vie est de donc 47 ans à 35 ans, et pour les hommes ouvriers, elle est de 40 ans. Et ce que vous voyez, c'est que, oui, l'espérance de vie a augmenté au cours du temps, mais les inégalités sociales persistent, et par ailleurs, elles sont importantes entre ces différents groupes, les hommes ouvriers n'étant pas les plus précaires des plus précaires dans la population. Alors, juste un mot sur les mécanismes pour dire que, voilà, pour vous montrer un modèle conceptuel qui a été pensé par Margaret Whitehead et Göran Dahlgren, qui vraiment est très très large, mais qui dit qu'en fait, les individus se situent à l'intérieur d'un cercle qui inclut, autour duquel on trouve leurs caractéristiques, leur comportement,
les caractéristiques des quartiers, des environnements dans lesquels ils vivent, encore plus autour leurs caractéristiques en termes de scolarité, d'emploi, etc. Et tout ça est conditionné par des politiques publiques. Et que donc, pour comprendre les inégalités sociales, même si on ne le fait pas systématiquement dans toutes les études, bien sûr, mais il faut toujours avoir à l'esprit cette interaction entre l'individu et les déterminants sociaux plus larges. Et puis, juste pour terminer, parce que je sais que le temps est compté, un mot, alors sans rentrer dans des discussions philosophiques, mais si vous voulez, on pourra en discuter tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est une inégalité ? Donc ça a été pensé par de nombreux philosophes. Globalement, on fait la distinction, alors en tout cas en épidémiologie sociale, entre l'égalité et l'équité. L'égalité, c'est ce que vous voyez sur le schéma de gauche, c'est-à-dire que voilà, chacun est différent et on met tout le monde on donne à tout le monde les mêmes chances de ici pouvoir voir au-delà de la barrière, et certains y arrivent et d'autres pas. L'équité, c'est plutôt d'essayer d'adapter ce qu'on propose aux personnes pour pouvoir atteindre un certain objectif en fonction de leurs caractéristiques. Et donc, même si on parle d'inégalité sociale, évidemment, l'objectif en santé publique devrait être plutôt d'essayer d'atteindre l'équité. Et je voulais juste encore mentionner un terme qui est maintenant très utilisé en santé publique, qui est celui d'universalisme proportionné, qui consiste, alors c'est un concept et voilà, je vous montrerai des exemples d'intervention tout à l'heure, mais l'idée c'est de proposer des approches et des interventions qui s'appliquent à l'ensemble de la population, tout en étant conscient que certaines populations vont avoir beaucoup plus de difficultés à pouvoir s'en saisir ou obtenir des bénéfices, et que donc il faut naviguer entre l'universel et puis des approches plus spécifiques qui s'adaptent aux personnes les plus en difficulté. Merci beaucoup et merci d'avoir tenu le temps. Ça nous semblait important de commencer en faisant un pas de côté par rapport au cœur du sujet de ce congrès et au cœur du sujet des addictions, pour éclairer nos discussions à partir de concepts centraux dans la santé publique ces dernières années. Est-ce qu'il y a deux questions peut-être, encore une fois, d'éclaircissement, des précisions, des choses que vous n'avez pas comprises? Alors, je ne vous vois pas très très bien, mais... Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on passe. C'est OK. Alors on passe. Viette, je t'en prie. Tu travailles à Santé publique France et tu es la responsable de l'unité addiction dans la direction de la prévention. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Merci François pour cette introduction, Maria pour ces éléments de cadrage très très importants et extrêmement clairs. Merci à la SFSP et à la Fédération Addiction pour cette invitation. Moi, je vais vous parler de tabac. Donc j'ai la double mission de vous parler à la fois des principaux constats en ce qui concerne les inégalités sociales de santé relatives au tabac, mais aussi de vous parler de pistes d'action. Ça va être du coup assez macro dans le temps qui m'est imparti. Je vais faire de mon mieux pour que ça reste le plus clair possible. Alors... Donc, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, mais j'associe à cette présentation l'ensemble des formidables personnes dont vous voyez les noms sur la diapo et qui sont les personnes de mon équipe qui travaillent concrètement sur ce sujet tabac et ISS à mes côtés. Donc, on n'a pas de lien d'intérêt à déclarer. Donc, je vous le disais, je vais commencer par vous parler un petit peu des constats. Finalement, quelles sont les inégalités sociales relatives au tabac en France et quelles ont été les évolutions sur ce sujet ces 20 dernières années. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera un petit peu pistes d'action pour essayer de réduire ces inégalités relatives au tabac. Alors, d'abord, les constats. Pour suivre l'évolution du tabagisme en France, il y a un outil qui est extrêmement intéressant, et je vais passer un peu vite sur la méthode, mais je pense que vous connaissez ces grandes enquêtes en population qui s'appellent les baromètres santé. Il faut retenir que ce sont des enquêtes qui sont intéressantes parce qu'elles existent depuis longtemps, depuis le début des années 90, et parce qu'elles sont menées selon une méthode qui est assez robuste, qui fait l'objet de nombreux travaux méthodologiques pour donner une grande qualité aux estimations qui sont produites à partir de ces données d'enquête. Et puis aussi, ces enquêtes, elles sont souvent menées auprès d'un échantillon très large de la population, ce qui nous permet d'aller regarder ce qui se passe dans des sous-populations. On a la puissance statistique pour le faire, et donc c'est intéressant notamment sur le sujet des inégalités sociales. Alors, grâce au baromètre santé, qu'est-ce qu'on a pu observer depuis le début des années 2000 et jusqu'en 2020 en ce qui concerne l'évolution du tabagisme quotidien? Donc là, vous avez sur cette diapo la représentation de l'évolution du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans, donc en population adulte.
La courbe du haut, la rouge, c'est le tabagisme parmi les hommes. La courbe du bas, la bleu foncé, parmi les femmes. Et puis celle du milieu, c'est hommes et femmes confondus. Donc vous voyez qu'il y a eu plusieurs séquences. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, le tabagisme a diminué depuis le début des années 2000, même s'il n'a pas suffisamment diminué, puisqu'on était autour de 30% de tabagisme quotidien en 2000 en population générale adulte. On est aujourd'hui autour de 25%, donc une diminution de 5 points. Ça peut paraître faible, mais c'est pas rien en termes de santé publique. On a vu que cette diminution, elle n'a pas été régulière, linéaire selon le temps. Entre 2000 et, mettons pour parler large, 2015-2016, on a eu une forme de fluctuation. On avait aussi moins de points de mesure, donc c'est plus difficile à décrire, mais une fluctuation du tabagisme. Et puis entre 2016 et 2019, je crois qu'on a pu vraiment observer, et vous le savez tous, une baisse assez franche du tabagisme, probablement en lien avec toutes les mesures nombreuses et variées qui ont été mises en place dans le cadre du PNRT puis du PNLT. Donc, comme le disait Pascal Mélin-Chénin ce matin dans une session dans cette même salle, comme quoi en santé publique, lorsqu'on s'en donne les moyens, on peut avoir des résultats. Et puis entre 2019 et 2020, vous le voyez, une forme d'inflexion, peut-être en partie liée à la crise sanitaire, mais pas seulement, mais qui, pour le coup, cette évolution n'était pas significative au niveau statistique. Donc voilà pour l'évolution globale en population générale. Maintenant, si on s'intéresse aux différentes sous-populations et aux différentes catégories sociales, on voit que cette évolution, elle a été différenciée avec le temps. En 2000, donc vous avez ici sur cette diapo l'exemple de l'évolution de la prévalence du tabagisme selon le niveau de revenu, cette fois-ci, toujours en population adulte, de 2000 à 2020. Donc le niveau de revenu, ça fait partie des variables qu'on regarde quand on étudie les inégalités sociales. Ce n'est pas la seule variable, on peut regarder aussi selon le niveau de diplôme, la catégorie professionnelle, etc. Mais ça vous donne un exemple. Et donc selon le niveau de revenu, vous avez ici sur cette diapo donc la courbe rouge, celle du haut, qui concerne l'évolution du tabagisme parmi ceux dont les revenus sont les plus faibles. Et puis la courbe du bas, celle qui est en bleu clair, l'évolution du tabagisme parmi ceux dont les revenus sont les plus élevés. Ce qu'on voit, c'est qu'en 2000, on avait finalement relativement peu de différence selon le niveau de revenu. On est autour de 28-31% de tabagisme, quel que soit le niveau de revenu. Entre 2000 et 2016, c'est entre guillemets le pire scénario en termes d'inégalité sociale, c'est-à-dire qu'on a connu une baisse importante du tabagisme parmi ceux dont les revenus sont les plus élevés, ce qui est une bonne nouvelle en soi, mais beaucoup moins bonne nouvelle, on a connu non pas une stabilisation, non pas une baisse, non pas même une stabilisation, mais une hausse du tabagisme parmi ceux dont les revenus étaient les plus faibles. Donc vous voyez ce qui a abouti sur l'année 2016, on le voit assez nettement, à des écarts de tabagisme entre les plus élevés et les plus faibles revenus qui sont extrêmement importants. Petite embellie, probablement encore une fois sous l'effet du PNRT et du PNLT, entre 2016 et 2019, on voit tout de même que le tabagisme a continué à diminuer parmi les plus hauts revenus, mais qu'il a également enfin commencé à diminuer, et pour le coup de façon assez importante, parmi les plus faibles revenus, ce qui a finalement abouti à une forme de stabilisation, j'ose pas dire diminution, on n'était pas encore là, mais au moins une stabilisation des inégalités sociales relatives au tabac selon le niveau de revenu. Et puis, voilà, encore une fois, entre 2019 et 2020, malheureusement, une forme de rebond qui, pour le coup, là, l'évolution est significative parmi les plus faibles revenus, donc la courbe du haut, entre 2019 et 2020, une augmentation de nouveau du tabagisme parmi les plus faibles revenus. Donc ces constats, je vous le disais, sont un peu les mêmes selon qu'on regarde différentes variables. Donc vous avez ici, par exemple, un autre exemple avec la situation professionnelle, avec ceux qui travaillent, c'est la courbe bleu foncé un peu intermédiaire, et puis ceux qui sont au chômage, la courbe rouge du haut, et où on voit, donc si on prend l'année 2020 par exemple en transversal ou au tenté, des inégalités très très fortes avec 17 points d'écart entre le tabagisme de ceux qui travaillent et le tabagisme parmi ceux qui sont demandeurs d'emploi, avec près de 44% de tabagisme parmi eux. Donc des inégalités qui sont vraiment extrêmement importantes. On peut aussi regarder d'autres variables, comme par exemple, parmi les actifs occupés, le tabagisme selon le secteur professionnel, encore une fois grâce aux données du baromètre. Et c'est intéressant aussi parce que, on le voit, donc sur cette diapo, vous avez un tableau avec l'alcool côté droit, donc qui nous concerne moins dans cette présentation, le tabac à gauche, et on voit que certains secteurs, donc, qui sont pointés par une flèche à gauche, donc le secteur de la construction notamment, de l'hébergement, de la restauration, de l'immobilier, ont des prévalences du tabagisme qui sont plus élevées que la moyenne, donc des secteurs probablement à cibler plus particulièrement pour les actions de prévention en entreprise.
Donc voilà pour quelques constats. J'ai fait un peu rapide, mais ça donne vraiment une idée, un peu un survol de à la fois la situation au tenté et les évolutions ces 20 dernières années. Maintenant, passons aux pistes d'action pour réduire ces inégalités sociales. Pour ça, je vais principalement m'appuyer sur une revue de littérature qui avait été faite par des collègues à Santé publique France, mais aussi nos collègues de l'assurance maladie, qui a été publiée en 2018 dans la revue Santé publique, donc la revue de la SFSP, et qui nous permet de faire un peu un tour d'horizon de ce que dit la littérature scientifique sur ce qui est efficace pour aider plus particulièrement les fumeurs de faible niveau socio-économique à arrêter de fumer. Alors, premier constat, je vous résume à grands traits les résultats de cette revue de littérature. Premier constat, peut-être un peu déprimant pour nous tous, acteurs de santé publique, c'est qu'en fait, ces revues de littérature, elles montrent que la plupart des interventions qui sont efficaces pour l'arrêt du tabac, elles sont de nature à amplifier les inégalités sociales de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont efficaces au global, mais très souvent plus efficaces pour ceux qui sont plus favorisés au niveau socio-économique. Par exemple, les interventions individuelles d'aide à l'arrêt du tabac auprès d'un fumeur pour l'aider à arrêter de fumer, elles permettent globalement de réduire la prévalence du tabagisme pour toutes les classes socio-économiques, mais ces aides vont être plus efficaces pour les fumeurs plus favorisés au niveau socio-économique que pour les fumeurs plus défavorisés. Pourquoi ? Il y a plein d'hypothèses explicatives pour ça, notamment le fait que souvent, je prends la situation encore une fois au tenté, les fumeurs plus défavorisés sont souvent plus dépendants au tabac, ils fument davantage en quantité et donc ils ont une dépendance à la fois physiologique mais aussi souvent comportementale et psychologique plus grande au tabac et donc c'est plus difficile pour eux d'arrêter de fumer et donc les interventions standardisées d'aide à l'arrêt du tabac sont moins efficaces pour eux. Autre facteur explicatif, les fumeurs socio-économiques subissent une norme sociale autour d'eux, dans leur entourage immédiat, social, qui est plus favorable au tabac. Il y a davantage de tabagisme parmi les plus défavorisés, donc autour d'eux, leur entourage, leur famille, leurs amis fument davantage, et donc dans une tentative d'arrêt du tabac, il y a davantage de tentations pour reprendre le tabac, et donc davantage possiblement d'échecs dans la tentative d'arrêt du tabac. Donc ça, c'est un premier constat, certes un peu déprimant, mais vous allez le voir, il y a quand même des pistes pour remédier à ça. Un autre mot par rapport à cette revue de littérature, pour vous dire qu'il peut y avoir des spécificités françaises. Vous le savez, dans la littérature internationale, ce qu'on constate est majoritairement issu de données recueillies dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, au Canada. Et parfois, on peut voir qu'il y a des spécificités selon le contexte historique, socio-culturel, socio-économique. Par exemple, en France, donc selon la littérature internationale, certaines mesures populationnelles, comme par exemple l'augmentation des prix du tabac, seraient supposées plus efficaces chez les plus défavorisés, ce qui peut être assez intuitif finalement. Augmenter le prix du tabac, ça va avoir un impact plus élevé chez ceux qui ont moins d'argent, qui disposent de moins de revenus de manière générale. Mais ceci dit, ce constat-là, en France spécifiquement, il est plus discuté. Les résultats sont moins tranchés. Par exemple, au début des années 2000, au moment des grandes augmentations de prix en 2003-2004, on a pu voir une baisse du tabagisme assez importante, mais qui n'a pas forcément été plus importante parmi les plus défavorisés. Donc il y a beaucoup de travaux, notamment sociologiques, conduits par des collègues comme Patrick Peretti-Vatel, qui ont été conduits à ce moment-là pour essayer d'expliquer ça. Mais c'était simplement pour vous dire qu'il faut aussi nuancer les résultats de ces revues de littérature dans la mesure où parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais parfois, ils ne sont pas complètement observés dans certains contextes, et notamment en France. Alors, à partir de ce que dit la littérature scientifique internationale et de la situation française, on peut quand même esquisser quelques pistes pour essayer de réduire ou à minima de ne pas creuser les inégalités sociales relatives au tabac. D'une part, certes, poursuivre l'augmentation des prix du tabac, mais en l'accompagnant de mesures fortes, très dynamiques, très offensives pour aider les fumeurs à arrêter de fumer, en particulier pour aider les plus précaires. Le fait de rendre très accessibles, voire gratuites, toutes les aides à l'arrêt du tabac, que ce soit les aides médicamenteuses, l'accès aux substituts nicotiniques, que ce soit les aides d'ordre psychologique, le soutien que peuvent apporter les professionnels de la santé, les professionnels du social. Le fait d'orienter stratégiquement les dispositifs d'accompagnement à l'arrêt du tabac, je m'explique, c'est-à-dire les implanter prioritairement dans les régions, les régions où on sait que la prévalence du tabagisme est plus élevée, par exemple PACA, Hauts-de-France, Grand Est, Occitanie, donc des zones géographiques où le tabagisme est plus élevé, où le niveau socio-économique est plus faible,
Également, au niveau plus local, les implanter dans les zones très très locales où les populations défavorisées se trouvent. Ça rejoint un petit peu aussi l'autre aspect, c'est-à-dire implanter les services d'aide à l'arrêt du tabac, les consultations hors les murs, les mettre là où se trouvent les cibles prioritaires pour réduire les inégalités. Et on pense notamment à ce qui se passe de l'autre côté de la Manche, donc, où notamment les Stop Smoking Services britanniques sont particulièrement implantés sur les parkings de supermarchés, dans des zones très très fréquentées par les populations fumeuses les plus défavorisées, et où on est vraiment dans des démarches, je sais que ce terme est très à la mode et un peu galvaudé, mais dans des démarches d'aller vers. On va vers les personnes, et c'est un peu la deuxième idée ici, être proactif, aller au-devant des fumeurs défavorisés, donc avec ces fameuses consultations les murs qui se trouvent, hors les murs, pardon, qui se trouvent dans les lieux que fréquentent ces populations, également avec les outils du distanciel proposant une dynamique proactive en rappelant, en envoyant des SMS, en envoyant des notifications via les applis vers ces populations plus défavorisées. Et puis dernier point, considérer les fumeurs défavorisés comme les bénéficiaires prioritaires, les cibles prioritaires des actions des campagnes médiatiques et de marketing social, donc ce qui doit avoir un impact à la fois sur leur conception, sur leur diffusion et sur leur évaluation. Je vois qu'il me reste peu de temps, donc je vais juste poursuivre avec quelques exemples, un petit focus sur justement ce qu'on peut faire en termes de marketing social pour mieux aider ceux qui sont les plus défavorisés au niveau socio-économique. En tout cas, à Santé publique France, vous le savez, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, le marketing social. Et donc, on a ce soin, ce souci depuis assez longtemps dans nos campagnes, au niveau de la conception, de le concevoir pour que dans la formulation des messages, dans la formulation des supports de la campagne, elle soit accessible le plus possible à ceux qui en ont le plus besoin, donc les plus défavorisés. On fait aussi attention dans le choix des canaux de diffusion de ces campagnes à choisir les canaux qui vont mieux exposer de façon plus efficace et plus qualitative les cibles prioritaires, donc les fumeurs les plus défavorisés au niveau socio-économique. C'est pour ça, par exemple, encore aujourd'hui, qu'une opération comme Moi sans tabac se déploie beaucoup en télévision, parce qu'encore aujourd'hui, la télé, c'est un média vraiment très affinitaire avec ces populations qui nous permet de les toucher très efficacement. Et puis enfin, au niveau des partenariats qu'on essaye de nouer autour de nos campagnes, on essaye de nouer des partenariats avec des structures, notamment associatives, mais pas seulement, qui agissent au plus près de ces populations défavorisées pour nous permettre d'amplifier les messages et surtout d'apporter une aide concrète à ces populations prioritaires. Et évidemment, ça se traduit également dans les évaluations que l'on conduit. Et pour boucler la boucle, si je reprends l'exemple de Moi sans tabac, on a pu montrer dans nos évaluations d'efficacité que Moi sans tabac était efficace pour tout le monde et qu'il n'y avait pas de différence d'impact selon le niveau socio-économique des fumeurs. Un dernier petit mot en termes d'intervention sur ce qu'on peut faire aussi au niveau très très précoce. Essayer de réduire les inégalités relatives au tabac, c'est essayer de favoriser la sortie du tabagisme parmi les plus précaires, mais c'est aussi en amont, avant le début du tabagisme, d'essayer de limiter l'entrée dans le tabagisme des plus précaires, et ça on peut le faire aussi grâce aux interventions précoces. Donc j'ai mis ici sur cette diapo l'exemple de l'intervention Unplugged que certains d'entre vous connaissent très bien, puisque notamment la Fédération Addiction est très impliquée dans le déploiement de cette intervention au collège, donc qui se déploie en classe de 5e et qui permet, grâce au développement de compétences psychosociales, développées grâce à des méthodes très structurées, de développer des facteurs de protection, la résistance à la pression des pairs, l'estime de soi, qui permettent de limiter l'entrée dans le tabac et qui permettent d'autant plus de limiter l'entrée dans le tabac pour les populations les plus défavorisées au sens large. Pour conclure, je me dépêche. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'en termes de constat, il existe aujourd'hui des inégalités sociales de très grande ampleur et qui persistent en ce qui concerne le tabagisme, même si on a fait des progrès depuis la mise en place du PNRT et du PNLT. Il existe des stratégies préventives qui peuvent être mobilisées pour réduire ces inégalités sur deux axes. D'une part, c'est d'essayer de travailler à la fois sur l'entrée et sur la sortie du tabagisme, intervenir très précocement pour éviter l'entrée dans le tabac, notamment de ceux qui sont les plus précaires, et d'éviter la formation des inégalités. Action sur la sortie du tabagisme en mettant davantage l'accent, en aidant davantage ceux qui en ont le plus besoin, les plus défavorisés.
Et donc là, on se rend compte qu'il s'agit de combiner des concepts qui sont reconnus et dont Maria a parlé en introduction. Merci encore pour cette introduction de cadrage vraiment très très utile, de proposer en ce qui concerne la sortie du tabagisme, mais aussi les actions autour de l'entrée dans le tabagisme, des actions pour tous, donc dans un principe d'accessibilité universelle, mais de faire davantage d'efforts pour ceux qui en ont le plus besoin, avec des actions si besoin de prévention ciblée, et donc ce qui nous permet finalement d'opérationnaliser ce fameux concept d'universalisme proportionné, qui est probablement une des théories d'action les plus efficaces pour lutter contre les inégalités sociales. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a... Oui, un bras levé ici. Est-ce qu'il y aura une autre question d'emblée, un deuxième bras? Et je pense qu'on s'arrêtera là. Enfin, on verra. Oui, merci. Vous abordez la question des plus précaires. Alors, on voit bien que c'est une catégorie statistique qui est très compliquée à aborder et qu'il y a effectivement pas mal de pistes que vous donnez. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une sous-représentation des plus défavorisés parmi les plus défavorisés? J'entends par là des personnes vivant à la rue, à l'hôtel, les mineurs non accompagnés, les campements, etc. etc. Voilà, bon, parce que le gradient social, etc., c'est effectivement tout à fait intéressant, mais après sur le terrain, appréciation de la problématique, mais méthodes d'intervention, lesquelles, comment? Surtout avec le développement des équipes mobiles, ce genre de choses que vous avez citées. Oui, merci beaucoup de poser cette question et pardon de ne l'avoir pas mentionné, mais vous avez complètement raison. Les données que j'ai présentées, notamment celles qui sont recueillies grâce aux grandes enquêtes, dans les grandes enquêtes ne participe pas toute une frange de la population qui est la plus précarisée, effectivement, qui ne peut pas répondre à ces enquêtes téléphoniques, qu'on n'arrive pas à interroger, ou en tout cas pas de façon suffisamment importante pour avoir des effectifs suffisants pour faire des analyses détaillées. Donc là, vraiment, c'est un autre champ de recherche en fait, qui existe également et qui est complètement complémentaire. Et je dirais aussi, pour complètement aller dans votre sens, que c'est un autre champ d'intervention, ce sont d'autres méthodes d'intervention. Et là, c'est vrai que ce dont je vous parlais aujourd'hui, c'est resté quand même beaucoup, pour le dire simplement, des constats en population générale et des pistes d'action en population générale. Et je pense que dans le cours de l'intervention, on aura aussi d'autres interventions qui permettront d'aborder ces populations plus précarisées encore, pour lesquelles il faut intervenir différemment. On était pris, juste avant de vous donner la parole, en fait, on est pris, quand on pose une question pareille des inégalités sociales de santé, dans une tension entre le fait de vouloir rendre visibles des angles morts, qui sont que très souvent, on entend la question des inégalités sociales comme une question de précarité, ce qu'elles ne sont pas, et à la fois donc l'envie de partager avec vous cette question du gradient, et donc aussi du gradient des interventions potentiellement, et le fait de devoir faire des focus aussi sur des problématiques qui peuvent se poser à vous. Mais il y a une navigation, parce que la diversité même de vos modes d'intervention nous a invités aussi à essayer de déployer une réflexion qui de fait aura elle-même des angles morts, mais où on est à la fois auprès des personnes très précarisées, mais aussi d'autres types de groupes de population. J'espère que vous y retrouverez plus dans la suite du coup. Monsieur. Oui, je voulais déjà vous remercier, parce que c'était vraiment très intéressant, très clair, brillant, merci beaucoup. Et moi j'ai une question par rapport à la dénormalisation du tabac, et notamment ce qu'on fait depuis une dizaine d'années, qui se renforce. La dénormalisation, ça peut aussi être vu sous son angle mort, à savoir une restigmatisation, et donc peut-être une déclaration des consommations qui va baisser, ce qu'on connaît très bien dans les drogues illégales. Donc je ne sais pas si vous vous intéressez à ces questions, si vous constatez quelque chose dans le baissement de ces courbes, est-ce qu'il y a aussi un phénomène qui est lié à la restigmatisation du tabac? Merci. Alors merci, c'est une très bonne question. Il nous faudrait, je pense, beaucoup de temps pour y répondre de façon précise. Alors un premier point de réponse, c'est qu'effectivement, et en communication à l'ex-INPES, à Santé publique France, cet axe dénormalisation, c'est un axe qu'on a beaucoup travaillé avec les pouvoirs publics, avec la DGS notamment, avec toutes les mesures qui ont été mises en place dans le cadre des différents plans et avant les plans également, et qu'on essaye d'accompagner vraiment d'un soin très particulier à ne pas stigmatiser les fumeurs. C'est extrêmement important de se dire que certes le tabac est dénormalisé dans la société, c'est de plus en plus le cas, mais qu'il ne faut pas ni stigmatiser ni culpabiliser les fumeurs pour autant. Donc c'est un point d'attention permanent qu'on a dans nos communications. Et par rapport à ce qu'on recueille dans nos enquêtes, vous avez raison, ça peut être un point d'attention que nos méthodologistes ont aussi, des biais de sous-déclaration.
Je pense que ces biais-là sont moins importants sur le sujet du tabac que sur d'autres produits, mais c'est un point d'intention qui est travaillé au niveau méthodologique, effectivement, également. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe sans tarder à l'intervention suivante. Si la dénormalisation du tabac vous intéresse, vous pouvez aller faire un tour du côté de l'Alliance contre le tabac, l'ACT, qui a un programme autour de la dénormalisation. Clément, Nina, c'est à vous la parole pour une intervention à 2 voix à partir des données de Trend. Je ne sais pas qui commence de vous deux. Ah oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Donc nous, c'est bien parce que du coup, ça va faire un petit peu le lien avec la question qui a été posée. On va vous parler de populations qui n'apparaissent pas dans les enquêtes en population générale pour les raisons que tu as évoquées, Viette, voilà, pas joignables par téléphone, par exemple, et puis qui ont des conditions de vie structurées par la précarité. Et on va vous en parler à partir des résultats d'un dispositif qui est piloté par l'OFDT, qui s'appelle le dispositif Tendance récente et nouvelles drogues. Je vais aller très vite sur la présentation de ce dispositif, mais voilà, il a été créé précisément pour décrire des phénomènes qui n'apparaissent pas, qui ne sont pas mesurables dans les enquêtes en population générale. Et on va décrire des personnes et des groupes de personnes qui sont particulièrement consommateurs de produits, légaux et illégaux. On reviendra là-dessus. Et le dispositif Trend va documenter leur profil, leur mode de vie, bien sûr leur pratique d'usage, les conséquences socio-sanitaires de leur consommation. Et on s'intéresse plus spécifiquement à deux types de populations, de contextes de consommation, qui sont les usagers qui fréquentent les espaces festifs techno, free party, technival, et puis aussi club, etc. Et puis les usagers en grande précarité. Donc c'est là-dessus qu'on va axer notre présentation aujourd'hui. Et puis on documente aussi les usages en contexte sexuel et le chemsex. Et le dispositif Trend documente aussi l'organisation des trafics locaux, les modalités d'acquisition des produits et puis les profils et les pratiques des trafiquants. Je vous laisserai aller voir sur le site de l'OFDT qui compile l'ensemble des publications liées au dispositif Tendance récente et nouvelles drogues. Donc, juste 2 mots des principes méthodologiques, puisque là, on n'est pas sur de l'enquête effectivement par questionnaire. On mobilise des méthodes d'enquête qualitatives ou classiques en sciences sociales, des entretiens individuels et collectifs, et puis des observations directes. L'objectif, c'est bien de restituer le sens que les usagers donnent à leur pratique. C'est une posture compréhensive, comme on dit en sociologie et en sciences sociales. Et puis ces entretiens sont aussi réalisés auprès des usagers, bien entendu, mais aussi auprès d'intervenants en réduction des risques, dans le champ de l'addictologie, de l'application de la loi, c'est comme ça qu'on arrive à avoir pas mal d'infos sur les trafics, du travail social, etc., etc. Et puis le dispositif Trend, sa spécificité, donc je disais, il existe depuis 1999 et il va répéter annuellement ces investigations. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre en lumière des phénomènes émergents. Un dispositif s'appelle Tendance récente et nouvelles drogues. L'objectif, c'est de voir très rapidement ce qui change en termes de pratiques. Et puis quand on prend un peu de recul, là maintenant plus de 20 ans d'existence, on peut mettre en lumière des évolutions plus structurelles, des phénomènes de diffusion géographique entre les produits, puisque ce dispositif, et je m'arrêterai là pour sa présentation, c'est un dispositif multicentré, il s'appuie sur un ensemble de coordinations locales qui sont implantées dans différentes agglomérations métropolitaines, et on a depuis le début d'année 2021 un site sur l'île de la Réunion. Chacune de ces coordinations locales va donc récolter des données par entretien, observation, ce dont je parlais, et chacune de ces coordinations locales va produire des rapports qui dressent un état des lieux, annuellement, un état des lieux de la situation locale auprès de ces populations spécifiques dont je viens de vous parler. Et je disais que le dispositif était piloté par l'OFDT, qui assure un accompagnement méthodologique aux différentes coordinations. Et puis, on a une vue un petit peu plus surplombante, on va mettre en avant des tendances et des évolutions plus nationales. Donc, je le disais là, nous, on va vous parler non pas des usagers des espaces festifs techno, mais de l'autre grande catégorie de personnes qu'on investigue, qui sont les usagers en situation de grande précarité,
qui ont des parcours de vie marqués par des ruptures, des traumatismes, des souffrances psychiques, et puis des conditions de vie qui sont vraiment structurées par la précarité, minima sociaux ou revenus informels pour ce qui est des ressources économiques, une absence de logement stable. Je passe très vite parce qu'on va revenir là-dessus, hein. Une fréquentation très variable des structures d'urgence sociale ou de réduction des risques ou de soins, avec beaucoup de personnes qui viennent y chercher juste des premiers accueils et des prestations de premier accueil, des états de santé très dégradés. Nina va revenir là-dessus tout de suite. On a tout de même des profils sociodémographiques finalement assez variés. Vous parliez tout à l'heure des mineurs non accompagnés, mais voilà, c'est fait partie du groupe d'usagers que le dispositif Trend investit, des migrants venus du Caucase, des jeunes majeurs sortant des institutions de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et puis pareil, pour aller très vite, mais ça je pense que vous le savez, ce sont des usagers polyconsommateurs qui ont des consommations centrées alors sur le tabac. Je ne l'ai même pas mis, mais voilà, beaucoup de tabac, mais sur l'alcool, les médicaments, particulièrement les traitements de substitution aux opiacés, les benzodiazépines, et puis le fait marquant depuis 2015-2016, c'est la hausse des consommations de cocaïne parmi ces populations, en injection ou basée. Et le dispositif Trend permet aussi par ces différentes coordinations, de mettre en avant des spécificités régionales, des injections de Ritaline à Marseille, une forte présence de l'héroïne à Lille et sur le croissant nord-est du territoire métropolitain, de l'injection de Skénan dans d'autres villes où il n'y a pas d'héroïne, qui sont plutôt Toulouse, Bordeaux, Lyon, voilà, tout un tas de la consommation d'Artane à la Réunion. Donc on arrive aussi, voilà, à montrer des spécificités régionales, ce qui, on reviendra peut-être plus tard, permet aussi d'adapter des dispositifs à la réalité territoriale des phénomènes. Voilà. Je te laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Du coup, effectivement, le recours aux substances psychoactives pour ces populations d'usagers précaires, il peut évidemment pas être dissocié des conditions de vie qui sont les leurs. C'est alternativement une cause et une conséquence des situations de grande précarité dans lesquelles ils vivent. Et on se rend compte que les produits, donc, qui soient opiacés, stimulants et parfois même hallucinogènes, ils vont servir effectivement à apaiser les conséquences psychiques et physiques de ces situations de grande précarité, que ce soit la faim, la gestion des aléas du climat. Ils vont être des remèdes à la solitude ou au contraire à la trop grande promiscuité dans les lieux de vie. Ils vont permettre de faire face à l'insécurité et à la violence subie, à l'épuisement, au stress, aux angoisses diverses, parfois des dépressions très profondes, qui sont des éléments dont on a pu se rendre compte qu'ils ont été fortement amplifiés durant l'épidémie de Covid, les différents confinements, etc. Clément en reparlera après, mais du coup, c'est aussi pour ça que les consommations dans ce moment d'épidémie ont aussi pu connaître des tendances majeures selon les produits. Mais voilà, du coup, c'est de comprendre que c'est vraiment des consommations qui s'inscrivent souvent dans des formes d'automédication pour ces usagers, et c'est particulièrement le cas pour les usagers qui souffrent de comorbidités psychiatriques importantes et souvent non prises en charge, non soignées, du fait des difficultés d'accès aux dispositifs de soins. Et ça, c'est des éléments qui ressortent beaucoup aussi dans les enquêtes qu'on peut mener auprès des MNA, ou en tout cas des jeunes migrants, parce que MNA, c'est un statut administratif, mais qu'ils aient le statut de MNA ou pas, qui ont par exemple des usages importants, détournés de médicaments type benzodiazépine, pour faire face à des difficultés et des troubles qui sont liés à leur parcours migratoire souvent traumatique, et puis à des conditions de vie très compliquées une fois sur le territoire. Et s'agissant des jeunes à la rue plus généralement, dont on ethnographie aussi assez finement les pratiques, notamment sur la région lyonnaise, c'est important de saisir comment c'est leurs conditions de vie
particulièrement difficiles dans lesquels ils évoluent et dans lesquels ils ont souvent évolué par le passé, avec des sorties d'ASE un peu chaotiques, avec des parcours familiaux très compliqués. Et c'est ces conditions de vie qui vont vraiment permettre de comprendre les usages de drogue dans ce contexte de misère économique et sociale, bien plutôt qu'à partir de problématiques qui vont avoir trait à l'adolescence, comme période d'expérimentation, de mise en jeu de soi, etc., même si c'est un aspect qui ne doit pas être éludé complètement, mais ça peut avoir en fait avec une analyse jeune et consommation, comme on peut le voir durant les années lycée ou en espace festif par exemple. D'où la nécessité évidemment d'adapter les dispositifs d'accompagnement auprès de ces jeunes. Par exemple, à Lyon, on peut citer un dispositif qui s'appelle la Maraude Jeune, qui est le fruit d'un partenariat entre un CARUD et le SAMU social, qui cible directement ces très jeunes usagers. Quand je dis très jeunes, c'est mineurs, voire en dessous de 16 ans, qui sont à la rue. Donc, Clément, tu le disais, les usagers en grande précarité, c'est majoritairement des usagers qui sont polyconsommateurs, avec des produits qui peuvent être relativement interchangeables au gré de leur disponibilité et de leur qualité sur un territoire. Le scannant par manque de disponibilité de l'héroïne ou du fait d'une héroïne jugée de trop mauvaise qualité. La cocaïne qui devient à peu près partout majoritaire pour beaucoup d'usagers et qui est parfois même une réponse au manque d'opiacés. La kétamine qui commence aussi à prendre toute sa place dans des usages parfois devenus quotidiens, et puis les benzodiazépines qui accompagnent tout ça. Et on va observer une sorte de nomadisme d'usage qui peut être mis en lien aussi avec le nomadisme médical qui est souvent présent chez ces usagers, et puis une certaine forme de nomadisme psychique aussi, tout ça dans ce contexte de grande précarité. Et du coup, ces consommations sont effectivement le reflet de conditions de vie précaires auxquelles parfois elles ont pu conduire, mais qu'elles contribuent aussi souvent à aider à supporter et à égayer. Et on peut observer comment c'est des usages qui s'insèrent dans des dynamiques collectives qui facilitent la survie et qui contribuent à des formes de convivialité à travers des sessions de consommation, des pratiques de solidarité, du troc, du dépannage, des partages d'expertise autour des modes d'usage et de l'accès aux produits, donc des formes de sociabilité spécifiques autour de la consommation et parfois aussi beaucoup autour de l'usage-revente. Donc c'est important aussi d'entendre l'usage-revente comme inséré vraiment dans des pratiques de vie générales et de la consommation qui rythme vraiment le quotidien de ces usagers, qui occupent le quotidien, avec par exemple des sessions de manche, des allées et venues pour acheter le produit, l'organisation avec d'autres, de la session de consommation, tout ça se répétant parfois plusieurs fois par jour et chaque jour à nouveau recommencer. Donc des manières d'être en mouvement, de donner un rythme aussi à son quotidien, pour faire référence un peu à ce qui a été dit dans la plénière hier matin sur le rapport au temps. Et donc c'est aussi, au-delà de la représentation autour de la perte de contrôle liée à l'addiction, en fait c'est aussi des manières d'avoir des prises sur sa vie, sur son quotidien, sur ses émotions, une forme de gestion de soi dans des environnements où les usagers en fait ont très peu de prise sur les choses. Et pour donner un exemple très significatif, c'est beaucoup des choses qui ressortent en milieu carcéral où les détenus expliquent bien comment la consommation constitue parfois pour eux la seule manière de gérer les états psychiques liés à la détention et des consommations qui du coup peuvent être amplifiées par ce contexte extrêmement précaire s'il en est, qui est celui de la condition carcérale. Voilà, et puis comment on peut avoir aussi des usages de produits, des déports d'usage d'un produit à l'autre par manque d'accès aux produits habituels qui étaient consommés en détention. On le voit beaucoup sur les médicaments, sur le cannabis, mais même sur le tabac, avec des usages de tabac extrêmement amplifiés durant ce temps-là. Voilà, donc c'est vraiment un certain rapport au temps aussi qui va s'agir de gérer, si on est bien dans le thème de ces journées. Et un rapport au temps et de l'enjeu de se construire aussi une subjectivité, un territoire subjectif qui sont souvent pour ces personnes une affaire de survie. Alors néanmoins, ces usages effectivement aggravent effectivement les situations sur le plan social en limitant les possibilités d'insertion professionnelle ou l'accès au logement et aux droits. Mais aussi sur le plan sanitaire, avec la dégradation de l'état de santé, des troubles psychiatriques, un accès aux soins rendu plus difficile, et du coup tout ça renforçant les vulnérabilités déjà présentes.
Si pour certaines personnes, c'est la situation d'addiction qui a pu occasionner les pertes liées à la précarité dans laquelle ils se trouvent, ces conditions de précarité peuvent aussi être largement amplifiées par le contexte sociétal dans lequel vivent ces usagers, à savoir un contexte de répression, à la fois du trafic mais aussi de l'usage, donc avec son corollaire de stigmatisation, notamment quand il y a des poursuites judiciaires. Et puis la question de l'entrave à l'hébergement aussi, je vais y revenir, mais voilà, on voit comment les causes et les conséquences sont particulièrement entremêlées. Juste pour rappel, c'est des dynamiques qui sont pointées aussi à l'échelle mondiale concernant les corrélations entre niveau de vie et conséquences négatives de l'usage de drogue. Les populations les plus riches ont les niveaux d'usage les plus élevés, mais les troubles de l'usage et les conséquences dommageables sont bien plus fréquentes chez les personnes qui ont un statut socio-économique inférieur, avec une plus forte prévalence de maladies chroniques, donc pulmonaires, cardiovasculaires, infectieuses, à quoi peut se rajouter par exemple les problématiques dentaires qui sont aussi extrêmement importantes pour les usagers en grande précarité et qui peuvent être extrêmement amplifiées aussi par les usages de produits avec des retards de prise en charge parfois très graves. Et puis voilà, on peut rajouter aussi le risque des sevrages brutaux à l'alcool et de suralcoolisation également en alternance, qui sont aussi plus importants pour les usagers en grande précarité. Alors là, ça nous renvoie directement à la problématique de l'hébergement, qui n'autorise, encore certains lieux d'hébergement qui n'autorisent pas du tout des consommations d'alcool, alors même que les usagers qui sont accueillis peuvent être dépendants. Alors là, on a beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans la région, mais aussi ailleurs, de centres d'hébergement qui autorisent l'alcool, qui accompagnent les consommations d'alcool, voire parfois qui organisent l'accès à l'alcool, l'approvisionnement de l'alcool pour ces usagers, donc des pratiques de réduction des risques vraiment pures et dures, d'essence même de la réduction des risques. Peut-être on en reparlera aussi avec la question du confinement. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Mais... Je vais aller assez vite pour la suite. Ouais, je vais vite. On est déjà limite là. Ok. Alors, du coup, oui, ce qui a permis aussi de montrer Trend, c'est que les inégalités, les problèmes de santé qui concernent plus spécifiquement ces populations, elles sont liées aussi aux politiques locales, aux questions, aux politiques urbaines locales, aux questions de gentrification et de rénovation des centres urbains. Il y a quelque chose de commun à l'ensemble des coordinations Trend, qui est observé par l'ensemble des coordinations Trend, c'est depuis une petite dizaine d'années la mise en place de politiques locales qu'on pourrait qualifier d'hostiles en direction des usagers en grande précarité. On a mis des fermetures de squats, la mise en place de vidéosurveillance, etc., etc. Tout ça a pour effet d'évincer les usagers, en tout cas leur lieu de vie et leur lieu de couche des centres-villes, de précariser encore un peu plus leur lieu d'habitation. C'est la fin des gros squats où il y avait un minimum de confort. Et là, on voit beaucoup de recoins de l'espace public extrêmement insalubres qui sont investis par les usagers. Le système d'hébergement et d'accès au logement, tu en as parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais qui est soit largement insuffisant, soit inadapté. Et puis tout ce que je vous dis là, bien sûr, amène les usagers à consommer, alors non pas à avoir des pratiques à risque, mais plutôt à consommer dans des environnements qui suscitent des pratiques à risque, quand il faut faire vite, se cacher, s'injecter dans un endroit insalubre. Et le dispositif Trend, à travers ça, permet aussi de montrer les enjeux et les besoins autour des salles de consommation. Voilà. Et puis, ce qu'on met aussi en avant et qui est lié à tout ce que je viens de dire, c'est des difficultés d'accès, alors notamment pour les groupes qui sont les plus éloignés des dispositifs, difficultés d'accès au matériel de réduction des risques et au traitement de substitution, notamment à la méthadone, avec encore beaucoup de régions d'agglomérations qui ne disposent pas de bus méta, dont les XAPA ont des processus d'inclusion contraignants, avec des délais importants. Voilà. Du coup, on ne parlera peut-être pas du Covid, je vais juste te redonner la parole, Nina, parce que je pense qu'on n'aura pas le temps, mais on pourra en parler après. Avant de redonner la parole à Nina, je dis juste qu'on a mené des investigations particulières dans le cadre du Covid, où on a vu que ces usagers-là en grande précarité avaient plus spécifiquement subi les conséquences de la crise sanitaire sur tout un tas de domaines. On pourrait y revenir après, je te laisserai finir avec ça.
Juste en une minute, du coup, il y a des groupes d'usagers précaires qui sont plus particulièrement concernés par ces inégalités de santé du fait du cumul de plusieurs problématiques, notamment les personnes étrangères qui ne maîtrisent pas la langue, qui n'ont pas connaissance du système de prise en charge et du système administratif, donc une difficulté d'accès aux droits et parfois même une absence totale de droits. C'est aussi des problématiques et des dommages sanitaires qui concernent les femmes de manière très spécifique. Elles ont plus difficilement accès aux dispositifs d'accompagnement médico-sociaux par la crainte d'une stigmatisation amplifiée due aux représentations sociales, et puis aussi par la nécessité souvent de gérer des relations aux hommes dans des espaces collectifs type CARUD qui peuvent être compliqués, alors même qu'elles subissent par ailleurs des vulnérabilités spécifiques d'ordre gynécologique, d'accès à la contraception, à l'avortement, etc. Et puis tous les vécus d'agression sexuelle, aussi de violence par des hommes qui peuvent leur être proches dans les modes de vie et de sociabilité à la rue. En zone rurale, la question de l'accès aux soins et aux structures de RDR aussi demeure un vrai problème pour des usagers du fait de la démédicalisation de ces secteurs, avec des structures qui sont parfois éloignées de plusieurs heures de trajet, que ce soit des XAPA, des CARUD ou d'autres types de structures, notamment en soins psy aussi. Et puis, c'est des territoires aussi où sont plus fréquemment rapportés des refus de prescription, de délivrance de traitements de substitution de la part de médecins ou de pharmaciens, notamment du fait d'un manque de formation parfois des professionnels, et quand c'est les seuls professionnels qui exercent à des kilomètres à la ronde, les usagers ont peu le choix en fait de leur prise en charge. Et puis effectivement, c'est aussi le statut même d'usager de drogue qui peut compliquer l'accès aux soins d'une manière générale, indépendamment même du statut social. J'ai envie de dire, on a des exemples à l'appel de personnes orientées vers des soins addictos alors que la demande n'est pas du tout celle de l'addicto quand ils arrivent aux urgences. Et ça, c'est pas le cas uniquement de personnes, mais je vais pas développer parce qu'on n'a plus le temps. Mais Juste ce que je peux rajouter en une seconde, et voilà, on pourra revenir tout à l'heure, c'était voilà, la question du Covid, où en fin de compte, cette crise, mais vous le savez, plutôt que produire des phénomènes nouveaux, a avant tout exacerbé, cristallisé en fait, compte des enjeux et des problèmes existants. Et ce qu'on a vu, nous, alors, passer le premier confinement, où dans plusieurs villes, il y a eu des vrais problèmes d'accès à l'alimentation. Ça faisait longtemps que les usagers n'avaient pas faim, en fait, et ils ont eu faim beaucoup pendant le premier confinement. Ça s'est remis assez rapidement, mais se sont prolongés pendant toute l'année 2021, des perturbations d'accès aux soins avec des structures qui étaient amenées à revoir leur fonctionnement, des questions de jauge, donc une restriction des conditions d'accueil, des guichets administratifs déjà dématérialisés, mais là qui étaient encore plus difficile d'ouvrir ou d'actualiser des droits. Voilà, et donc on a vraiment vu avec le Covid une cristallisation de difficultés qui existaient déjà, mais qui se sont données à voir de façon avec d'autant plus d'acuité, qui ont provoqué une hausse très forte des souffrances psychiques chez ces usagers en grande précarité et des consommations majorées. Voilà, je m'arrêterai là, comme ça on tient à peu près le temps. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez aussi les applaudir. Hein. Alors, brièvement, je vais quand même prendre une question, s'il y en a une, éclaircissement. Les personnes connectées en ligne, on ne vous oublie pas, hein, si vous avez des questions, il y a un système qui vous permet de les poser. Je ne vois pas de main levée. Et je ne reçois pas de message non plus. Donc, a priori, on avance et on discutera dans la phase suivante. Donc, pour la régie, il faut revenir au diaporama 1. Vous êtes au courant, c'est parfait. Maria, c'est à toi de nouveau. Merci. Je veux bien la zapette. Merci. Oui, donc je reprends la parole rapidement pour qu'on ait le temps de discuter ensuite. Pour vous dire, alors je vais revenir au tabac, mais c'est vraiment à titre d'illustration, pour vous montrer comment on essaie de différentes... Enfin, voilà, comment on essaie, sur la base des différentes observations qui existent sur l'ampleur des inégalités sociales et des difficultés d'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité, notamment en lien avec le tabac, comment on essaie de mettre en place des expérimentations ou des programmes pour y remédier. Donc alors ça a déjà été beaucoup dit, les personnes en situation défavorisée au sens large fument plus que celles qui ne le sont pas. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'elles n'essaient pas de s'arrêter de fumer. Donc environ 15% des personnes qui fument tentent de s'arrêter de fumer chaque année.
et la majorité n'utilise aucune aide spécifique. Ça, ce sont les données du baromètre santé dont Viette a parlé tout à l'heure. Mais on voit de plus en plus, alors avec le remboursement notamment des substituts nicotiniques, qu'il y a une augmentation du recours à ce type d'aide. Et il y a aussi de plus en plus la cigarette électronique qui a une place, alors même si en France, elle ne fait pas partie des outils remboursés ou disons en tout cas officiellement promus pour aider à arrêter de fumer, ce qui est le cas en Angleterre, par exemple, comme vous le savez. Mais néanmoins, les gens se tournent de plus en plus vers la cigarette électronique pour essayer d'arrêter de fumer. Bon, les inégalités face à l'arrêt ont été mentionnées tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Et nous, dans l'équipe, alors en collaboration avec la Société francophone de tabacologie et la SFTG Recherche, qui est une association de médecins généralistes, nous nous sommes posé la question de comment développer un programme spécifiquement ciblé sur des personnes en situation défavorisée pour essayer de contrer certaines de ces barrières à l'arrêt du tabac et essayer d'arriver à des résultats meilleurs que quand on fait des soins courants, quoi. Donc je vais vous parler de l'essai STOP, qui est, alors bon, on est une équipe de recherche, vous savez que le gold standard pour tester l'efficacité d'une intervention, c'est un essai contrôlé randomisé. Néanmoins, là, on est d'emblée parti, on teste pas un nouveau médicament, on teste pas vraiment une intervention standardisée parce qu'on s'est dit que c'était pas du tout quelque chose de faisable dans le contexte de la pratique des médecins généralistes ou des addictologues et en particulier pour ce type de public. En fait, on a essayé de proposer une intervention qui s'adapte à la vraie vie. Bon. Et qui permet aux personnes d'identifier, alors avec l'aide de leur médecin, la manière la plus adaptée pour elles de s'arrêter de fumer. Donc, bon, c'est quand même un essai randomisé, donc il y a 2 groupes. Voilà, les personnes sont suivies jusqu'à 6 mois après l'inclusion pour voir si elles se sont arrêtées de fumer. Et l'idée principale est donc, alors dans le groupe intervention que vous voyez à droite, donc, recruter les personnes, donc soit dans une consultation d'addictologie ou de tabacologie ou auprès d'un médecin généraliste, et de lui proposer d'emblée de lui donner, donc d'abord de lui faire choisir le type d'aide à l'arrêt du tabac qu'elle préfère, puis de le lui donner gratuitement, dans l'idée qu'ensuite, au deuxième rendez-vous, par exemple, ou ensuite, les gens peuvent tout à fait changer, revenir, s'ils choisissent par exemple la cigarette électronique au départ, et qu'au bout de 15 jours, ils disent non, finalement, ça ne me convient pas, ils peuvent ajouter les substituts nicotiniques, ou au contraire, garder les deux. Voilà, il n'y a vraiment aucune limite sur Alors, voilà, ce qu'on propose, c'est la cigarette électronique et les produits de substitution à la nicotine, mais il n'y a aucune limite à la manière dont les gens vont les utiliser. Et l'idée, évidemment, est que, bon, d'une part, en donnant ces produits gratuitement d'emblée, on lève une barrière financière, parce que malgré tout, même si les substituts nicotiniques sont remboursés, le fait de devoir aller à la pharmacie, avancer les frais parfois, etc., peut être un obstacle. Et d'autre part, l'idée, c'est aussi de jouer un tout petit peu sur la motivation des personnes, dans l'idée que... Alors, évidemment, il y a des pratiques très différentes parmi les professionnels de santé qui vont participer à ce projet, mais pour les médecins généralistes, en tout cas, c'est quand même pas vraiment... ils demandent rarement aux personnes de choisir le type de substitut nicotinique qu'ils vont leur prescrire. Donc, il y a aussi l'idée qu'en impliquant les personnes un tout petit peu plus, elles seront un tout petit peu plus motivées pour s'arrêter de fumer. Donc, bon, voilà, globalement, le design, c'est... on recrute 15 centres dans toute la France, peut-être un petit peu plus. 520 personnes, parce que malgré tout, on n'attend pas un effet très, très, très élevé. Voilà, vous voyez, on est parti sur une différence de 6%. Donc, on espère que dans le groupe intervention, 12% des personnes vont arrêter de fumer, et dans le groupe contrôle, 6%. Ce n'est pas des différences très importantes, mais... Et puis voilà, il y a différents types d'analyses qui vont être menées. On a déjà fait une étude pilote, donc je voulais juste vous parler de ça rapidement. D'abord, initialement, nous on s'est dit le plus simple pour les médecins, ça va être de recruter des personnes qui ont la CMU. Voilà, donc ça va être ça notre critère d'inclusion. Et puis en fait, finalement, alors peut-être, voilà, j'aurais dû vous montrer d'abord où est-ce qu'on a fait l'étude pilote. C'était donc dans 2 centres municipaux de santé en région, enfin tout est en région parisienne, mais là c'est 2 centres municipaux de santé, un XAPA,
et 2 consultations de tabacologie à l'hôpital. Et donc au départ, on s'est dit, bon, la CMU, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis finalement, les médecins qui ont participé nous ont dit, ben non, mais il y a des personnes qui ont des revenus très faibles, mais n'ont pas la CMU, ou alors des personnes qui sont en attente d'ouverture de droit, ou alors, bon, enfin bref. Donc tout ça pour dire que les critères d'inclusion sont maintenant plus compliqués, mais c'est des personnes qui n'ont pas d'emploi, donc qui sont affiliées à la CMU ou à l'AH, ou voilà, qui touchent d'autres types d'aides sociales, qui ont plus de 18 ans, bon, qui fument au moins une cigarette par jour et qui souhaitent s'arrêter de fumer. On va pas... Il y a des études, notamment aux États-Unis, où en fait ce type d'intervention est proposé à tous les fumeurs. On ne leur demande pas s'ils veulent s'arrêter ou pas. Le médecin leur dit, vous fumez, ok, ben je vous donne gratuitement des patchs, éventuellement une cigarette électronique. Et il semblerait que ça donne des effets bénéfiques. Bon, nous, on a été plus conservateurs, disons. On s'est dit que pour avoir les médecins avec nous, et pas, c'était mieux de voilà, aller dans le sens de ce qu'ils font d'habitude et voilà, partir déjà de personnes qui souhaitent s'arrêter de fumer. On n'a pas pu inclure les personnes non francophones, ça, je réagis à ce que tu disais tout à l'heure. Alors c'est vrai que c'est un vrai sujet, mais bon, voilà, c'était déjà tellement compliqué qu'on s'est dit qu'on allait se cantonner à des personnes qui parlent le français. Voilà, donc ça c'est l'étude pilote qu'on a menée. Je vous ai parlé du design. Globalement, ça nous a permis de voir, cette étude pilote, donc sur 50 personnes, nous a permis de voir qu'environ la moitié des personnes, quand on leur demandait, voulaient donc avoir un traitement substitutif à la nicotine et une cigarette électronique. Un quart environ la cigarette électronique seule et un tiers uniquement des substituts nicotiniques. Bon, on a perdu des gens en cours de route, c'était aussi l'objectif. Hein, donc, voilà, l'effectif est important parce que l'effet sera faible et parce qu'on va perdre des gens en cours de route, ça c'est attendu. Globalement, voilà, donc on a réussi à suivre à peu près la moitié des personnes qui avaient initialement participé, donc sur 6 semaines. Et au total, il y en a quand même 13 sur 49 qui se sont arrêtés de fumer. Donc, et d'autres ont diminué le nombre de cigarettes qu'elles fumaient. Donc voilà, ça nous a encouragés à poursuivre. Donc pour monter l'essai randomisé qui est en cours, qui a eu plein de problèmes divers et variés, réglementaires. Alors ça, voilà, on peut en parler si vous voulez, mais faire ce type d'intervention voilà, qui n'est pas tout à fait de la recherche clinique, c'est extrêmement compliqué. Voilà, pour les partenaires, pour l'INSERM, pour tout le monde. Bon, il y a eu le Covid au milieu, donc ça ne nous a pas aidés. Mais voilà, ça y est, on a démarré et les recrutements sont en cours. Je voulais vous parler aussi d'un autre projet qui est en lien avec la Fédération Addiction, donc, enfin, pour lequel d'ailleurs la Fédération Addiction m'a sollicité, donc je voulais le mentionner ici, qui là est, comment dire, c'est une approche un tout petit peu différente, c'est-à-dire que plutôt que de partir donc d'une intervention qui est conceptualisée alors par des chercheurs, même si bien sûr on a discuté beaucoup avec des soignants, et qui voilà, se déploie après comme ça de manière un peu verticale, là en fait, mais peut-être que d'autres personnes ici connaissent mieux ce projet que moi et pourront en parler. La Fédération Addiction et la FAS ont mis en place conjointement un programme sur plusieurs mois pour réfléchir à la manière d'essayer de favoriser l'arrêt du tabac dans les centres d'hébergement, donc gérés par des associations médico-sociales, et notamment en essayant de rapprocher les centres d'hébergement de structures de soins en addictologie. Donc tout un protocole a été développé avec des vidéos, un manuel, en fait, enfin voilà, une manière d'essayer de pas tant formaliser, mais plutôt connecter un peu, enfin j'allais dire formaliser les relations entre les structures, mais en fait c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment comment faire pour que les gens arrivent à se connaître, travaillent mieux ensemble, trouvent, enfin voilà, que à la fois les informations sur les méthodes d'arrêt du tabac soient le mieux diffusées possible dans les centres d'hébergement, mais aussi que les travailleurs sociaux sachent vers qui orienter les personnes quand elles expriment le souhait de s'arrêter de fumer. Bref, donc c'est le projet TAPRE aussi. Et nous, la Fédération Addiction nous a sollicité en nous disant, en fait, on a fait ce programme à petite échelle, maintenant on aimerait le déployer à plus grande échelle. Est-ce que vous pouvez nous aider pour évaluer les connaissances, enfin déjà évaluer la faisabilité de ce déploiement à grande échelle et les connaissances notamment des travailleurs sociaux concernant l'arrêt du tabac, pour voir si ce type de travail partenarial pourrait fonctionner. Donc on a proposé un dispositif d'évaluation quantitatif et qualitatif qui serait beaucoup plus léger que l'essai randomisé, hein, bien sûr. Et on ne va pas évaluer l'efficacité, on va plutôt évaluer qu'est-ce qui fait que certains centres d'hébergement arrivent à s'emparer de cette thématique et faire des choses, alors que pour d'autres, c'est plus compliqué, sans jugement et sans, bien sûr... c'est pas une évaluation des pratiques, mais c'est quand même une interrogation sur les pratiques.
Voilà, tout ça pour essayer de proposer des choses qui sont plus adaptées. On a fait une demande de financement à l'INCA, voilà, j'attends la réponse. Donc au prochain congrès de la Fédération Addiction, j'espère on pourra vous en dire plus. Merci. Merci beaucoup. L'objectif, c'était notamment de montrer, s'il en est besoin, mais on pense qu'il en est toujours besoin, l'intérêt des apports d'acteurs extérieurs à l'intervention, notamment du monde de la recherche ou de l'évaluation au sens large, dans l'accompagnement des pratiques, y compris si vous développez une intervention nouvelle, etc. Donc vous voulez vous demander avec d'autres ce qu'elle produit et tout ça, il y a des gens, ressources qui peuvent vous apporter partout sur le territoire des outils pour le faire. Et on voulait vous montrer ça un peu à travers le partage de ces deux expériences. Est-ce qu'il y a des questions pour Maria ? Non, je n'ai pas l'impression. Bon, du coup, on avance vers la dernière intervention de cette conférence avant l'ouverture d'une discussion plus large. Erwan Deno, c'est vous qui avez la parole. Merci. Merci beaucoup de l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc c'est une intervention, je suis représentant à la CRSA pour les dispositifs pour les publics spécifiques qui regroupent tout le secteur addicto et tout le secteur santé de précarité autour des ACT, l'IELT Soins Santé, l'AM. Pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que vous le savez tous, la CRSA, c'est l'instance de consultation auprès de l'ARS sur les politiques publiques mises en œuvre et notamment sur le projet régional de santé. C'est une instance qui est en capacité d'interpeller l'ARS sur le déploiement du plan régional de santé, voilà, de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, qui peut aussi abonder ce plan régional, et puis qui peut interroger sur des modes de financement en disant, voilà, le FIR par exemple, quelles sont les modalités de saisine, quels sont les financements possibles, à qui vous avez attribué, pourquoi telle personne sont lauréats et puis pas d'autres, voilà. Donc une instance de consultation et de régulation et qui regroupe l'ensemble des secteurs médico-social, l'offre de soins sanitaires, des syndicats, des associations d'usagers, voilà, enfin, il y a tout le monde qui tourne autour de la santé. Voilà, donc c'est une instance sur laquelle nous, notre secteur, addicto, et donc on va dire en gros les adhérents de l'AFA et les adhérents de la Fédération Santé Habitat, on n'y est que depuis peu, puisque ça date du Ségur. Avant, notre secteur n'était pas représenté. Et donc, nous faisons partie du collège 5F. Et donc, c'est avec ce regard autour de personnes en situation d'addiction, quelle qu'elle soit, et autour des personnes en grande précarité et atteintes de pathologies chroniques ou autres, ayant des problèmes de santé. Et c'est au travers ce prisme et ces lunettes qu'on évalue l'ensemble des politiques publiques et de ce qui existe. Je ne veux pas revenir, beaucoup de choses ont été dites sur les interventions précédentes, et donc pour le coup, je ne vais pas faire de la redite, simplement rappeler un chiffre très rapidement, c'est que l'espérance de vie des personnes SDF, elle est quand même de 14 ans de moins qu'une personne qui est cadre, et que donc ça peut nous appeler à interroger sur effectivement la nécessité de réduire ces inégalités en santé. Alors les constats, on les connaît, les constats, on les connaît, vous les connaissez depuis longtemps. On peut balayer assez rapidement un peu ce qu'on en a. On a des difficultés d'accès au droit, déjà, au droit administratif, la complexité administrative qui fait que des gens n'arrivent pas à débloquer soit pour des ressources RSA, soit une carte sécu pour sa SAMU, l'AME, etc. Cette complexité administrative, elle s'amplifie d'année en année et elle est surtout motivée par la lutte contre la fraude. Et au titre de lutte contre la fraude, pour le coup, on complexifie et il manque toujours le papier pour avoir le papier qu'on a besoin pour avoir le dernier papier. Ce qui fait que les gens s'inscrivent dans un taux de non-recours qui est relativement important, notamment sur des dispositifs comme le RSA.
moi qui suis un peu un vieux con du truc, parce que ça fait longtemps que je suis dans le secteur, j'ai connu le RMI en 88, la mise en place du RMI en 88. Ceux qui ont connu cette époque, pour avoir le RMI, on allait à la mairie retirer un bulletin, il y avait une feuille à remplir et on le déposait et on avait son RMI. Maintenant, pour avoir le RMI, je ne vous raconte pas le parcours qu'il faut avoir. On a exactement la même chose avec les titres de séjour. On parlait tout à l'heure des étrangers, des ménages. Les titres de séjour pour étrangers malades, par exemple, c'est extrêmement difficile. Avant, c'était la DAS qui gérait ça. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc, du coup, là aussi, on est sur des questions de lutte de la fraude, où on nous parle de tourisme sanitaire des étrangers. Et pour le coup, avec des droits qui s'ouvrent, qui se referment, qui se minoraient. Voilà, il y a le droit à une chose, mais pas à tout. Et donc, pour inscrire des personnes dans un parcours de soins avec des droits comme ça qui sont avec des hauts et des bas, c'est extrêmement compliqué. Donc, notre rôle, c'est effectivement d'interpeller les ARS sur toutes ces problématiques. Vous avez des problématiques aussi autour de l'accès à l'hébergement. On en a parlé, hein, les personnes en situation d'addiction, les présents d'animaux, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais aussi qui sont liées aussi aux ressources des personnes. Et l'accès au logement devient de plus en plus difficile, avec du logement, y compris dans le logement social, qui devient plus cher. Voilà. Les coûts de construction augmentent, les coûts de terrain augmentent, les subventions sont restées les mêmes. Et pour le coup, on se retrouve avec des loyers beaucoup plus chers, ce qui fait que même si une personne travaille avec un CDI, mais pour peu que ce soit un temps partiel, elle n'y arrive pas à accéder à même se payer un loyer dans le logement social, ce qui pose d'énormes difficultés, maintient des personnes dans de l'hébergement. Alors pour peu qu'il ait un chien et qu'il picole un peu, ça va être difficile. Voilà. Du coup, et puis on retrouve des personnes, pour le coup, parce que le toit c'est quand même important, c'est la base. Si on veut avoir un toit, être à l'abri, se mettre à l'abri, c'est quand même le toit. Et donc on se retrouve avec des personnes qui vont se retrouver soit dans de l'habitat indigne, complètement dégradé, avec des problèmes de plomb, d'amiante, ou de l'habitat surchargé, hein, des gens qui vivent à 2 familles ou à plusieurs générations dans un même petit logement. Ensuite, on a des problèmes effectivement d'accès aux ressources. Je l'ai dit pour les questions administratives, mais par exemple des dispositifs, le RSA pour les moins de 25 ans, pour tous les jeunes, effectivement, pas de ressources financières, pas de possibilité de logement, pas de possibilité, etc. Des problèmes sur effectivement l'accès aux soins. Donc rapidement, on a des déserts médicaux, donc sur des milieux ruraux ou dans des quartiers politiques de la ville, sur lesquels on retrouve. Et donc des gens en situation de précarité n'ont pas accès aux soins, à un médecin généraliste. Et souvent, sur les plus précaires, c'est difficile d'avoir un médecin traitant. Ils n'arrivent pas à en avoir parce qu'ils n'ont pas forcément la carte vitale, etc. On les retrouve beaucoup dans les XAPA. Et une des difficultés que l'on a, il y a des XAPA qui se sont fait... l'ARS leur a fait des observations parce que les médecins des XAPA voyaient la globalité de la personne et pouvaient traiter non pas que la question d'addiction, mais s'il y avait un problème gynécologique, s'il y avait un problème autre, somatique ou autre, ils le prenaient en compte parce que c'était le seul lien qu'avait l'usager avec la médecine, c'était son médecin du XAPA. Et on se fait rembarrer, certains XAPA se sont fait rembarrer par l'ARS du fait qu'effectivement le médecin prenait la globalité et non pas que la problématique addiction. Donc c'est toujours cette question du global et du découpage des personnes. Donc du coup, ces personnes n'ayant pas de médecin traitant et autres, ils n'ont pas non plus accès à la prévention. Et très difficilement, la prévention, c'est généralement les médecins généralistes qui peuvent le faire, et donc pas de... Et là, j'ai une petite anecdote sur la CRSA. L'autre fois, on était interpellé sur les questions des perturbateurs endocriniens. Ces questions de molécules qui vont provoquer des cancers et donc des décès. Et donc, on a une présentation, et puis arrivent les préconisations. Et donc, on regarde ça avec ces lunettes des personnes qui sont censées représenter les personnes les plus précaires. Alors ça commençait, il faut manger 5 fruits et légumes. Et bien, ils rajoutent bio, yes, et ensuite, pas le droit d'effectivement, éviter toute alimentation transformée et industrielle. Donc pas les gâteaux, les pâtisseries industrielles, pas les pâtés, etc.
Donc, quand on pense que toutes les personnes vont à la banque alimentaire, au resto du cœur, au secours populaire, voilà. Donc, et du coup, ils ne peuvent pas faire du choix. Enfin, on les voit mal, on s'imagine mal. Oh ben non, ça, je ne peux pas, parce qu'il y a des perturbateurs endocrinien là-dedans. Et bon, ça risque d'être difficile. Donc, et puis aussi les contenants, par exemple les canettes ou les bouteilles. Alors nous qui sommes dans le secteur addicto, on s'occupait des contenus, maintenant il va falloir s'occuper des contenants, parce qu'il y a effectivement beaucoup de molécules qui sont dangereuses. Mais là, on voit bien, à travers on voit bien que effectivement, ça n'a pas été pensé pour les personnes les plus précaires. Voilà. Et que de ça, enfin... Et généralement, sur plusieurs points, on va retrouver ça, cette absence de vision pour les plus précaires dans tout le développement des politiques publiques. Et je ne vous parle pas des questions de la fracture numérique, sur lesquelles beaucoup de choses sont faites quand même pour lutter sur cette fracture numérique, mais c'est disparate. J'ai appris, là, il y avait une conférence juste avant celle-ci, qu'effectivement, il existait un dispositif pour accompagner les personnes, enfin financé par l'ARS, pour accompagner les personnes justement dans l'utilisation des outils numériques et pour les accompagner à faire monter leur dossier, etc. C'est formidable, mais personne ne connaît ça, quoi. Voilà, très bien. Personne ne connaît pas. Après, on ne sait pas ce que c'est en nombre, mais c'est effectivement, voilà, notre rôle à la CRSA, c'est de faire ça. Donc en fait, tout ça pour dire que, c'est que la santé en elle-même ne peut pas réduire toutes les inégalités de santé, et qu'on est obligé de s'inscrire dans quelque chose de plus large, de plus transversal entre toutes les politiques publiques, de manière à le faire, et que chacun, et notamment les personnels de santé, puissent s'inscrire dans cette dynamique autour de, voilà, ben oui, peut-être qu'un médecin, à un moment donné, va être obligé de parler de l'accès au logement de la personne, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons une dizaine de minutes devant nous, puisque nous avons commencé un petit peu en retard. Je vois une main levée ici, donc on va enchaîner directement avec la discussion générale. Merci. Bonjour, Julien Masselin, ancien infirmier de prévention en addicto, maintenant aujourd'hui acteur de santé publique indépendant. Déjà, merci pour vos présentations. Moi, j'ai une question. Vous parlez donc d'universalisme proportionné, vous parlez d'équité plutôt que d'égalité. Il y a deux notions, alors on les sent transparaître par moments, mais qui pour moi, à mes yeux, sont aussi importantes. C'est de parler aussi de santé communautaire, c'est-à-dire la communauté qui va prendre en charge la santé, et aussi du coup de co-construction, c'est-à-dire justement, on voit au travers de vos présentations qu'en réalité, c'est dur, quand on parle d'inégalité sociale en santé, d'aller faire des généralités, d'aller réussir, ça a été pointé un petit peu tout à l'heure, à chaque fois on a des niches, on a des focus, l'étude Traîne le montre particulièrement, et en réalité c'est réussir à impliquer chacune de ces populations, d'aller voir à chaque fois pour pouvoir proposer des actions efficaces, d'aller voir à chaque fois ce que eux ils attendent, ce que eux ils souhaitent, et comment eux ils voient la possibilité de faire ces actions-là. On le voit aussi au travers de votre explication que quand ça vient d'en haut, il y a des pensées qui sont bienveillantes. Et il y a besoin de cette volonté des pouvoirs publics de mettre en place des choses, mais qu'au final, les actions les plus intéressantes semblent pouvoir venir plus justement de la base. Et c'est eux qui vont pouvoir nous proposer ce qu'on peut faire pour eux. C'est un petit peu, c'était ça, moi, c'était ma réflexion que j'avais envie d'apporter. C'est aussi pouvoir parfois inverser un petit peu le système et pouvoir faire des actions qui vont se monter, je dirais, à double sens, qui descendent du haut avec cette volonté publique, mais aussi qu'on prenne le temps aussi d'écouter de ce qui vient du bas. Merci beaucoup. Vous avez des remarques moi, je peux que être soutien de cette idée. Venant moi-même d'organisations de santé communautaire, je ne peux qu'aller dans votre sens. Clément ? Non, oui, ce qu'on n'a pas dit avec Nina, c'est que là, on est deux, mais le dispositif Traîne, c'est plusieurs dizaines de personnes qui travaillent en immersion et qui, alors c'est plus compliqué pour le faire côté
grande précarité, grande marginalité urbaine, mais côté chemsex et côté espace festif techno, les personnes qui travaillent sur le terrain, récoltent des données, sont aussi des participants chemsex, soirées festives, etc. C'est aussi souvent des personnes de la réduction des risques qui sont formées au recueil de données en sciences sociales. Voilà, donc ce qu'on essaye aussi de faire, de toute façon, nous, on va voir des endroits il y a un tel coût d'entrée, qui sont des milieux quand même assez fermés, en tout cas. Il y a un tel coût d'entrée qu'on s'appuie nécessairement sur les gens qui sont déjà immergés. Donc on a aussi cette approche-là. Je sais pas si tu veux. Oui, effectivement, après, ça ne nous donne pas la capacité et le pouvoir de mettre en place les actions ni les financements qui vont avec, mais en tout cas, ça sert à ça peut permettre de documenter les besoins issus, verbalisés par les personnes les premières concernées aussi, et c'est très précieux. Et parfois, dans le meilleur des cas, les constats et les rapports TREN peuvent sont mobilisés dans des demandes, dans des appels à projets ou des choses comme ça. Mais effectivement, ça nous tient à cœur, évidemment, et c'est l'essence même du dispositif de partir des personnes les premières concernées pour élaborer les constats, mais nous, on n'a pas du tout de marge de manœuvre après sur les politiques. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Nous, on a essayé dans l'étude STOP, alors je suis allée très vite, mais on a fait des entretiens, alors à la fois avec les personnes qui étaient incluses dans l'étude pilote et puis les professionnels avec lesquels on a travaillé pour essayer de mieux comprendre. Ça nous a permis de modifier le protocole, de le simplifier, de faire des ajustements. Mais je voulais quand même dire moi je vois, en tout cas du côté de la recherche, deux obstacles à développer des actions plus communautaires et à la co-construction. Alors la première, c'est que c'est difficile de trouver, alors en tout cas dans le domaine des addictions, et moi je travaille aussi sur des problématiques de santé mentale, c'est un peu pareil, c'est difficile de trouver des acteurs, disons, représentant les patients qui sont mobilisés et qui peuvent être vraiment un appui pérenne. Donc c'est pas grave, on peut faire appel à des personnes, disons, qui sont des patients de certains professionnels, par exemple, c'est ce qu'on fait, mais ça veut dire qu'il faut faire un effort déjà pour identifier des personnes et puis qui ont envie, qui se sentent pour parler de leur expérience et représenter d'autres personnes aussi. D'ailleurs, c'est de plus en plus demandé dans les demandes de financement. Donc, de toute façon, on va tous y être contraints. Dans les demandes de financement européennes, c'est même obligatoire. On ne peut pas faire un projet si on n'a pas un groupe de bénéficiaires ou d'utilisateurs en parallèle. La deuxième difficulté que je voulais mentionner, c'est aussi, disons, ça concerne plus la santé communautaire. C'est quand même... on a un système de recherche, en tout cas, qui reste malgré tout assez rigide. Juste un élément, donc ni ma collègue Fabienne Elkoury Le Sueur qui est PI du projet STOP, ni moi-même ne sommes médecins. On peut pas, il a fallu qu'on trouve un médecin qui soit porteur du projet pour pouvoir faire l'ensemble des démarches réglementaires. On a voulu inclure dans l'intervention des infirmiers, des infirmières qui font de l'accompagnement à l'aide, de l'accompagnement à l'arrêt du tabac. C'est pas possible réglementairement. Il faut qu'il y ait toujours un médecin qui soit responsable du centre d'investigation. Donc en fait, bien sûr, on peut essayer de faire évoluer les choses, mais malgré tout, le système, en tout cas pour la recherche, reste assez verrouillé et assez carré. Et en plus, il y a quand même une résistance d'une partie du corps médical qui n'aide pas. Donc on va faire avancer les choses, mais ça prend du temps. Oui. Vas-y. Pardon, juste pour... votre question intéresse tout le monde, vous voyez. C'est une excellente question. Juste pour dire que dans la revue de littérature que j'ai citée, qu'on a publiée en 2018, ça fait partie des choses qui ressortaient, le fait de co-construire avec les publics concernés les actions. Je suis passée hyper vite, il y avait une diapo, vous verrez l'article, il est long, si ça vous intéresse d'aller lire. Donc vous avez raison, c'est important de le souligner. Et deuxième mini-point, c'est qu'on essaye de le faire, je pense, les uns et les autres, dans la mesure du possible, l'ensemble des acteurs de prévention. À notre modeste niveau, par exemple, quand on construit une action de marketing social, une campagne, d'une part, pour la construire, on s'appuie sur ce qu'on a appris précédemment des fumeurs, c'est-à-dire dans nos groupes Cali, dans nos groupes Quanti précédents, en évaluation des campagnes précédentes, on acquiert tout un tas de connaissances qu'on réinjecte dans la conception et aussi on pré-teste auprès des bénéficiaires. Souvent, d'ailleurs, on se rend compte qu'on s'est planté, que ça ne convient pas et on fait autre chose. Donc, on essaye aussi de le faire.
Alors, une remarque avant les deux questions suivantes. D'abord, pour promouvoir la revue dont a parlé Viette, qui s'appelle Santé publique, parce qu'elle est francophone et qu'au bout de 2 ans, elle est en accès libre. Donc, tout ce dont elle vous a parlé, vous pouvez le lire gratuitement en ligne. Et ça, c'est quand même... Enfin, nous, on tient beaucoup à cette question francophone et d'accès libre, évidemment. Non, mais surtout sur le fond, ce que vous dites nécessite quand même un travail sur la posture professionnelle des intervenants. Je me permets de le dire parce que c'est quand même pas du tout une évidence que dans le monde des addictions au sens large, tout le monde soit OK pour se mettre au niveau des usagers. Donc je pense que là, il y a quand même une réflexion très profonde à mener. Donc je vous laisse ça, hein, mais c'est un chantier. Et deuxième chose, il y a quand même des organisations qui ont du champ de la précarité, comme ATD, qui ont développé, donc ça je vous y renvoie, des expériences et des outils qui documentent comment on arrive à travailler avec des personnes très précarisées à la co-construction des interventions, des projets, etc. Donc ça existe, ils ont écrit là-dessus en plus, donc ça peut, je pense, être une ressource pour les acteurs du champ des addictions. Monsieur Padovani, et puis... Non, plus, si, après, allez-y. Alors allez-y, je vous en prie, une remarque maintenant. Vous pouvez même la faire sans micro, peut-être. Bonjour, je m'appelle Anne de Bellefontaine, je suis à Montpellier, je suis infirmière et j'ai été chef de projet sur un projet de recherche à destination des usagers de drogue sur la ville de Montpellier. Donc on a fait du dépistage, c'est le projet Icône, et on a dépisté 550 personnes usagers de drogue sur la ville de Montpellier. Et dans le comité de pilotage, il y a eu des usagers de drogue qui étaient présents à toutes les réunions. Le projet lui-même, il a été monté avec les usagers. Les accueillants, c'était des pairs et c'était pas des professionnels. Les conditions d'admission, elles ont été modifiées et ça a été assez compliqué pour que on puisse accueillir des personnes qui n'avaient pas de sécurité sociale, qui étaient normalement pour être intégrées dans un projet de recherche. Il faut avoir une sécu, etc. Là, on l'a fait, on a demandé à ne pas avoir ces règles d'accessibilité pour pouvoir intégrer des personnes qui étaient en grande précarité. On a embauché des personnes qui étaient multilingues pour pouvoir accueillir des personnes qui n'étaient pas francophones. Les indemnisations qui ont été données, qui normalement sont versées sur des comptes en banque, et nous on a travaillé avec une banque patient pour qu'ils puissent être donnés en liquide. Enfin voilà, ça demande des adaptations et ça a été assez compliqué, mais en fait ça a fonctionné vraiment très très bien. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage parce que c'est important de montrer aussi que c'est possible. Dernière question, alors peut-être, si on a le temps, je prendrai la vôtre au premier rang, parce qu'on a déjà dépassé l'heure, hein, vous voyez. Merci. Alors, Monsieur Padovani, je suis médecin et j'interviens sur un XAPA à Marseille et un CARUL de CARUL Sleeping à Marseille. Également, je coordonne des liens de soins santé. Je suis particulièrement frappé par l'intervention de monsieur sur la CRSA, qui a mis l'accent sur quelque chose d'important. Aujourd'hui, vos constats sont je dirais, sont réévalués, réactualisés, mais ils sont toujours présents dans notre esprit depuis un certain nombre de temps. Force est de constater que ce qui manque aujourd'hui, c'est dans l'accès aux soins. Ce n'est pas le côté technique. C'est, comme vous l'avez évoqué, le fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une position de vulnérabilité ne peut pas accéder à la médecine libérale, ni à la médecine hospitalière. Combien de constats on a fait en CARUD quand on a accompagné des gens avec du personnel infirmier dans des urgences et qu'ils ont été négligés parce qu'ils représentent un public vulnérable qui, on n'a pas le temps de le traiter parce qu'aussi on a des déserts médicaux, parce qu'aussi on manque de médecins. Donc ça, c'était un premier point. L'accès aux soins en termes techniques, on arrive à le faire. En termes administratifs, on arrive à le faire. En termes techniques, on ne le fait pas. Peut-être, le mot est peut-être un peu fort, peut-être nous devons nous aussi aujourd'hui revoir le problème des stigmatisations de ces publics vis-à-vis du personnel soignant. La deuxième question, c'est qu'on parle aujourd'hui de soins, mais on parle aussi de santé globalisée. Ça veut dire que l'accès aussi
à la santé, aux soins passe par l'accès à la santé. Et que la santé, sur la définition de l'OMS, ce n'est pas que le soin, c'est effectivement un ensemble de situations dans lesquelles on doit tenir compte des logements, doit tenir compte aussi de l'activité économique et de l'environnement. Vous avez parlé de perturbateurs endocriniens. Et donc ça, aujourd'hui, ça demande une coordination de tous les acteurs. Et cette coordination, là aussi, elle n'est pas très évidente à monter. Et donc, tant qu'on n'aura pas, devant vos constats, travaillé ces deux champs-là, je pense que les constats, on sera malheureusement obligé de les reconstater et de les revoir et de les réactualiser et d'être toujours présent. Voilà. Merci beaucoup. Je me permets, comme c'est des remarques, de passer la parole à la dernière personne qui a levé la main. Puis après, on fait un dernier tour de piste, évidemment, avant de conclure. Je vous en prie. Oui, Stéphanie Mirande, je suis éducatrice spécialisée sur un service de logement d'abord, le service Totem à Grenoble. On accompagne des personnes en grande précarité pour les aider à accéder à un logement. Et du coup, on a un public majoritairement polytoxicomane, avec des chiens, beaucoup. Et c'était juste pour faire remarquer qu'on partageait ces constats que vous énoncez là, et notamment ce que disait monsieur juste avant, la stigmatisation du public vis-à-vis de l'accès aux soins, que ce soit des soins dentaires, médecine générale. Donc déjà, on a un sous-équipement des médecins en France, hein. Mais aussi voilà, le fait d'arriver avec l'étiquette grand marginal, polytoxicomane, avec des troubles psychiatriques, c'est très difficile. Alors nous, on a la possibilité de les accompagner au niveau social et médical, en ayant aussi des travailleurs pairs dans l'équipe et en essayant d'avoir une démarche globale. Mais c'est quand même extrêmement difficile, et c'est un public qui souffre énormément des difficultés d'accès aux soins. En XAPA, moi j'ai fait un DU en addicto récemment, et j'ai constaté que c'était un public extrêmement, on va dire, exclu du soin, de manière générale en tout cas. Voilà, le soin aussi vers l'addicto est rendu extrêmement difficile. Merci. Merci. Je vous en prie. Et c'est en guise de conclusion de vos prises de parole. Juste pour réagir, rebondir et aller complètement dans votre sens aussi, ça tient au manque d'effectifs, aux organisations, etc., ne serait-ce que sur des questions d'horaire. Alors à Grenoble, je sais moins, mais à Lyon, il y a une telle saturation dans les XAPA qu'il y a des délais qui sont à plusieurs mois, avec des possibilités pour les usagers d'avoir des accès à la prise de rendez-vous 1 heure dans la semaine seulement, ou 1 heure dans le mois, où ils peuvent appeler pour prendre un rendez-vous. Donc on imagine pour des personnes en grande précarité qui vivent à la rue, s'ils n'ont pas appelé le mercredi entre 9h et 10h, il faut rappeler le mois suivant pour peut-être avoir un rendez-vous dans 4 ou 5 mois. Enfin, on en est là quand même dans l'accessibilité dans certains XAPA du fait du manque d'effectifs. Donc après, tout le reste suit aussi. Enfin, voilà. Et la stigmatisation aux urgences, voilà, pour rebondir à votre propos, il y a plein d'exemples, je ne peux pas prendre le temps de les développer, mais c'est cette question de l'état dans lequel se présentent les personnes qui alors même que ça n'empêche pas nécessairement l'accompagnement, le soin, etc., en tout cas oriente tout de suite sur la problématique addictive quand ce n'est pas du tout l'objet de la demande, ou vers ou une difficulté à l'accès aux soins psy parce qu'il y a des addictions avec des services qui ne sont pas formés à ces questions-là. Et c'est aussi, je le signale parce que c'est pas la question de la grande précarité, mais pour les personnes chemsexueuses qui aussi se retrouvent dans des difficultés d'accès aux soins parce que la stigmatisation, qui n'ont plus recours aux soins parce qu'on les envoie systématiquement vers de la psy ou de l'addicto, alors que c'est d'autres demandes qui sont les leurs, mais la stigmatisation liée à l'usage de drogue est telle qu'elles se retrouvent avec des professionnels parfois en face qui n'entendent pas quelle est la demande précise. Voilà. Merci. Alors, si vous souhaitez les unes les autres dire un dernier mot, c'est le moment. Je veux dire à la tribune, c'est le moment, en guise de conclusion. Oui, juste sur les questions de stigmatisation, effectivement, c'est une grosse difficulté. Alors le service Totem que je connais bien, puisque j'ai été directeur de l'Oiseau Bleu à un moment donné, donc c'est un service que je connais. Et effectivement, avait été mis en place des actions correctives avec l'équipe qui allait voir directement avec les médecins, qui organisaient les rendez-vous, parce qu'effectivement, quelqu'un était très désocialisé avec un chien,
dans un salon d'attente moquetté, c'est difficile. Et donc, du coup, il y avait eu des possibilités d'organiser des partenariats avec des médecins pour pouvoir accueillir ce public un peu hors horaire. Donc, des solutions sont possibles, mais c'est difficile et normalement, on ne devrait pas en arriver là. Et l'universalité d'accueil et de l'inconditionnalité d'accueil devrait s'appliquer à tous. Voilà. Merci de le rappeler. Si vous souhaitez, Maria, Viette. Moi, je voulais, oui, peut-être juste. Vas-y, ça marche. Ça marche. Juste peut-être pour prêcher un tout petit peu pour ma paroisse, c'est évidemment très très important de monter des projets avec des usagers, mais aussi avec des professionnels et avec différents types de structures associatives, etc. Parce que c'est évident que en santé publique, on ne fait pas de la recherche en paillasse, sous un microscope. Enfin voilà, il faut que les études qu'on mène et les expérimentations qu'on fait soient ensuite utiles au sens plus large. Je note quand même beaucoup de difficultés, beaucoup de résistance. Moi, j'ai la chance d'avoir aussi des liens, disons, plutôt personnels et privilégiés avec certaines associations, et c'est ce qui m'a permis de développer certains projets. Mais je pense que c'est important pour les chercheurs de se tourner vers les associations, mais c'est aussi important parfois pour les acteurs de terrain même si le quotidien est compliqué et que c'est certainement des choses en plus de la pratique quotidienne. Je pense que c'est intéressant aussi de participer à des projets de recherche pour que tout le monde s'améliore et aille dans le même sens. Merci beaucoup. Et un dernier mot, et pardon d'abuser de votre patience, en tout cas un dernier mot en ce qui me concerne. Peut-être en vous entendant, ce que je me dis aussi, c'est que on a traité pas mal de sujets dans cette session, mais il y a beaucoup de choses dont on n'a pas parlé. Et en particulier, je repensais au premier mot de Maria. Tu as cité Sir Michael Marmot. Michael Marmot disait aussi, il a beaucoup travaillé sur le tabac notamment, que pour lutter contre les inégalités, il faut aussi travailler sur ce qu'il appelle les causes des causes, donc les déterminants structurels des inégalités. Donc moi, j'ai parlé des indicateurs tout simples, niveau de revenu, etc. Mais justement, en fait, il y a des déterminants vraiment structurels aux inégalités qui sont les conditions de vie, les conditions de logement, le contexte de vie, le niveau de revenu, l'accès à l'emploi, sur lesquels il faut travailler. C'est évidemment moins facile, en tout cas pour une structure comme la mienne, de travailler sur ces sujets-là que directement sur des dispositifs d'arrêt du tabac, plus tourné vers les fumeurs, mais je crois que c'est important et ça fait aussi partie de notre travail à tous de faire du plaidoyer en faveur de ça. Et je crois que c'est vraiment un axe qui se développe beaucoup pour tous les acteurs de santé publique que de faire du plaidoyer sur ce sujet-là. Voilà, je terminerai là-dessus. C'est une excellente conclusion. Merci beaucoup à toutes et tous, les intervenants, la salle. Bon appétit et bonne suite de congrès.